Bonjour à tous. Donc, bonjour en salle, bonjour à distance. Je suis Amélie Bourassa de l'AMUQ. Il me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui présente pour la 3e visioconférence de l'AMUQ qui porte sur les perles dermatologiques. Aujourd'hui, je vais avoir le rôle de modératrice pour une conférence qui est à diffusion provinciale avec près de 100 inscrits dans 44 centres connectés. La conférence va être d'une durée de 30 minutes, suivie d'une période de questions de 15 minutes. Là, je m'entends en double. Là. Vous allez pouvoir poser vos questions à l'aide de courriel à études de cas, au pluriel tout collé, à commercial.amuc.qc.ca ou à l'aide des micros, tout simplement, qui sont disponibles dans chacune de vos salles. Suite à la conférence, je vais vous inviter à remplir les formulaires d'évaluation, de même que les attestations de présence, qui vont également être disponibles sur le site de l'AMUQ. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencier, Dr Steve Mathieu. Dr Mathieu qui travaille comme dermatologue dans le CHU de Québec, au pavillon de l'hôpital du Saint-Sacrement et de l'Enfant Jésus, et aussi à l'hôpital Le Royer sur la Côte-Nord en région éloignée. Depuis près de 5 ans, Dr Mathieu travaille comme dermatologue et s'implique activement aussi au niveau de l'enseignement des externes des résidents. Ses champs d'intérêt spécifiques sont la dermatologie générale, les lymphomes cutanés, de même que la chirurgie unguéale. Donc aujourd'hui, on lui a donné le défi de faire des perles dermatologiques qui seraient pertinentes pour le médecin d'urgence dans un contexte plus aigu. Donc, je lui cède la parole. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, les urgences dermatologiques. Alors, évidemment, il y a le mot de la bienvenue. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct à études au pluriel de cas à amuc.qc.ca. Et puis, surveillerez vos courriels. Vous allez recevoir un premier pour confirmer votre présence et puis vous allez en recevoir un deuxième pour évaluer la visioconférence. Soyez indulgents. Donc, mes déclarations de conflit d'intérêt qui est obligatoire. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer par rapport à cette présentation. J'ai eu libre choix du contenu, de la matière et de tout. Donc, je n'ai pas été influencé, exception faite que ça devait être des urgences pour que vous gardiez votre intérêt. Et puis, j'ai des conflits d'intérêt avec plusieurs compagnies, mais qui n'ont pas de lien avec la présentation actuelle. Donc, une urgence en dermatologie. Il y en a qui vont dire, mais non, ça se peut pas. Mais oui, pour plusieurs, en fait, on dit que la dermatologie ne rime pas avec les urgences, mais malheureusement, ça l'est. Et c'est triste pour les patients, mais heureusement pour vous, vous allez être mieux outillés à la fin de la présentation pour en faire l'évaluation. Donc, on dit la dermatologie, c'est la meilleure des spécialités. Le patient ne meurt jamais et ne guérit pas. Ce n'est pas vrai, mais c'est... Donc, mention importante, les urgences ne sont pas toutes couvertes dans cette présentation. La présentation est basée sur des scénarios cliniques. Les urgences abordées sont parfois la cause d'une insuffisance cutanée et donc d'une perte de contrôle de fonctions vitales cutanées, telles que la thermorégulation, la gestion du métabolisme et l'homéostasie. Ils sont connectés avec leur ordinateur. Si possible, fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, le plan de la présentation, on va connaître en fait les objectifs, connaître les urgences dermatologiques sous le format de présentation de cas cliniques, reconnaître leurs caractéristiques cliniques, identifier des complications éventuelles de ces urgences-là et gérer les urgences dermatologiques depuis l'urgence jusqu'à temps que nous, on puisse entrer en fonction auprès de vous. Donc, j'ai trouvé une classification des urgences dermatologiques et elle ne comprend pas tout. Donc, simplement savoir qu'on peut y aller avec érythrodermie, soit être rouge de la tête aux pieds, des éruptions qui ressemblent à la rougeole, comme de type morbilliforme, le purpura palpable, qui est une urgence, les pétéchies, les pustules, les vésicules et la coloration violacée ou pourprée de la peau. Donc, en fait, il y a plusieurs urgences différentes possibles, en fait, mais on va en couvrir seulement que quelques-unes. Commençons tout de suite avec des pustules disséminées. On a un patient qui arrive à l'urgence, qui a des pustules partout. Donc, évidemment, c'est une urgence, ça nous fait peur. Diagnostic différentiel. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, soit un psoriasis pustuleux généralisé, une pustulose exanthémateuse aiguë généralisée qu'on appelle AGET, plusieurs types de folliculites. Évidemment, quand on a des pustules, on pense aux folliculites, soit bactériennes, virales et eosinophiliques, ou même à Pityrosporum, qui est une levure.
Des dermatoses neutrophiliques comme le syndrome de Sweet, le pyoderma gangrenosum, qui peut être pustuleux, avoir d'ulcères, la maladie de Béchette, le pemphigus à IgA et même des éruptions médicamenteuses qui ont souvent des pustules folliculaires. Donc, en fait, ça, c'est des diagnostics différentiels possibles. C'est assez large, donc, évidemment, vous comprenez qu'on va avoir besoin l'un de l'autre pour s'entraider. Dans le cas ici, c'est un psoriasis pustuleux généralisé. Il y a des formes aiguës, subaiguës et chroniques, et évidemment, les formes aiguës sont celles qui vont atterrir à l'urgence. Ça peut être superposé à un psoriasis existant ou apparaître de nouveau. Évidemment, la forme aiguë est une urgence. Elle est aussi appelée psoriasis de von Zombush. J'ai déjà eu un poisson rouge qui s'appelait von Zombush pendant que j'étais résident. Malheureusement, il est décédé, mais pas de psoriasis. Donc, si on continue, en fait, les signaux d'alerte, en fait, dans les caractéristiques cliniques du psoriasis pustuleux généralisé, en fait, le brûlement cutané. Le patient ne sera pas bien, sa peau brûle. Une sensibilité cutanée, ça débute de façon abrupte. Il y a une fièvre élevée puis un malaise significatif. Donc, ça va pour vous, vous allez le voir, et avec votre 6e sens de médecin d'urgence, vous allez dire c'est vraiment une urgence. Les plaques préexistantes, s'il y en avait déjà de psoriasis, vont devenir inflammées et avec des pustules, des grandes zones d'érythème avec des vagues de pustules partout, une atteinte des zones préalablement libres de psoriasis, comme les plis et les organes génitaux, et une rémission attendue qui va se produire dans quelques jours à quelques semaines quand c'est pris en charge. Il faut savoir que ces patients-là vont avoir des alternances de rémission et de récidive avec ou sans érythrodermie. Donc, quand le patient s'est déjà présenté à l'urgence, c'est un indice, en fait, que c'est un psoriasis. Les facteurs déclencheurs, en fait, de ce psoriasis-là, les traitements topiques irritants, le ditranol et le goudron, qui ne sont presque plus utilisés de nos jours, mais il faut savoir que ça se peut, des fois, les gens font toutes sortes de traitements ésotériques à la maison pour vérifier est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui aurait pu déclencher ça. Des infections, particulièrement un streptocoque, et des grossesses aussi. L'hypocalcémie peut déclencher le psoriasis. On va voir que c'est un facteur aggravant aussi et que ça peut causer de l'hypocalcémie. L'introduction de plusieurs médicaments, je vous en ai listé 4. Fréquemment rencontrés, la terbinafine qui est prescrite pour les onychomycoses. Avec la publicité à la télévision, on les traite de plus en plus. Le lithium, salicylate en fait dans les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les iodures qui sont parfois utilisés en dermatologie, par exemple dans l'érythème noueux. L'arrêt de médicaments. Et ça, c'est important de demander aux patients, prenez-vous des nouveaux médicaments, mais aussi avez-vous arrêté de prendre des médicaments? Les médicaments en question, corticostéroïdes systémiques. Avez-vous arrêté de prendre de la prednisone? Un patient qui a du psoriasis à qui on donne de la cortisone, puis on l'arrête au bout de 10-15 jours, bien évidemment, il peut flamber. Fait qu'on suggère jamais de donner de cortisone sans savoir c'est quoi le diagnostic parce que ça peut se ramasser en urgence par la suite. L'arrêt de dermocorticoïdes puissants aussi topique, c'est-à-dire si on donne du clobétasol, par exemple, longtemps, puis qu'on l'arrête d'un coup sec, bien, ça peut déclencher en fait un psoriasis pustuleux. Et l'arrêt de cyclosporine aussi peut être en jeu. Les complications maintenant liées à l'érythrodermie. On a un patient qui, même là, je parle du psoriasis pustuleux, mais tout patient rouge de la tête aux pieds, bien, il y a un truc mnémonique, VINET plus métabolique. Donc, problème de thermorégulation. Toute la circulation est redirigée vers la peau. Donc, on perd de la chaleur et le volume aussi s'en va là. Donc, on peut avoir des problèmes hémodynamiques, une baisse de la perfusion rénale, une insuffisance cardiaque et même de l'édème qui s'ensuit. Des ectropions, en fait, les paupières qui vont s'éloigner, en fait, de l'œil, des infections cutanées, mais aussi respiratoires, des problèmes de nutrition, l'albumine va diminuer parce qu'en fait, les protéines du corps vont être affectées à rétablir la peau, des problèmes d'entéropathie avec une perte de fer, de vitamine B12, de folate, de protéines encore et même des graisses, un télogène effluvium, une perte des cheveux qui s'ensuit suite à un gros stress. Évidemment, faire un psoriasis pustuleux généralisé ou toute forme d'érythrodermie peut générer un gros stress et faire perdre des cheveux. Donc, le patient, ça n'arrivera pas quand il va être dans l'urgence devant vous, mais il faut savoir qu'il peut perdre ses cheveux par la suite. Et des troubles métaboliques, c'est-à-dire au niveau des ions. Ils peuvent perdre, en fait, du liquide et donc des ions. Et maintenant, les complications qui sont liées spécifiquement au psoriasis pustuleux généralisé aigu, on se rappelle de notre mnémonique, qui sont rouges de la tête aux pieds, donc les mêmes complications, auxquelles on ajoute hypocalcémie, ictère cholestatique, problème de thrombophlébite, des infections cutanées à Staphylococcus aureus. Quoi qu'on psoriasis s'infecte pas souvent, et là, c'est possible, il y a plein de portes d'entrée. Donc, c'est possible qu'il s'infecte, une polyarthrite inflammatoire et même des complications obstétriques si votre patiente est enceinte. Un gros psoriasis pustuleux généralisé en période de grossesse, ça met un énorme stress sur la grossesse et ça peut être dangereux. Donc, c'est une urgence. Le traitement de ce patient-là, qu'est-ce qu'on fait avec lui?
On élimine, on retire et on traite les facteurs déclencheurs, tout dépendant quels ils sont. On admet à l'hôpital et du repos au lit. C'est pas un patient qu'on retourne chez lui. Évidemment, on a parlé qu'il pouvait faire des thrombophlébites, donc des thromboprophylaxie au moment de son admission. S'assurer que le patient n'est pas hypothermique. Et n'oubliez pas, toute la circulation est redirigée dans la peau, donc perte de la chaleur. Contrôler volémie, ion, nutrition, et vous êtes beaucoup meilleur que les dermatologues pour faire ça, donc on se fie sur vous pour faire ce bout-là. L'analgésie, en fait, contrôler, en fait, la douleur. Le patient, il faut se rappeler que sa peau fait mal, il n'est pas bien, et des antihistaminiques, c'est un sujet à débat. Est-ce que ça va aider ou pas à contrôler les démangeaisons? En fait, ça peut pas faire de mal de l'essayer. Et en fait, maintenant, pour les mesures ciblées, en fait, là, c'était les mesures générales. Quand on parle des mesures ciblées, dans les traitements topiques, des compresses humides, toujours indiqué. C'est très rare en dermatologie qu'on va dire de ne pas faire de compresses humides, surtout quand ils sont rouges comme ça, puis ça va faire du bien. Des émollients doux, donc une crème de base. Des dermocorticoïdes de puissance faible à modérée. On se rappelle que si on met des très forts, mais en fait, on va en mettre sur une grande partie du corps, ça pourrait avoir des effets négatifs. On ne veut pas ça. Évidemment, pas de goutron et pas de ditranol. En fait, tu pourrais exacerber la condition. Le traitement systémique va être requis dans la plupart des cas. C'est difficile à gérer en cas de grossesse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être données. Et le traitement de première intention qui est contre-indiqué en grossesse, c'est l'acitrétine, qui est un dérivé de la vitamine A, un rétinoïde systémique qui va aider. D'autres traitements, méthotrexate, cyclosporine et des agents biologiques sont souvent utilisés aussi. Ça, c'est notre travail. Appelez-nous, on va vous aider. Attention, les corticostéroïdes systémiques, et ça, c'est un message important, seulement dans des cas très spéciaux. Parlez au dermatologue avant de prescrire de la prédnisone puis de le renvoyer chez lui. Parce qu'en fait, nous, on va être pris avec le rebond après. Puis peut-être que vous allez être pris avec le rebond la nuit avant que nous, on revienne. Donc, c'est seulement requis pour stériliser certains cas spéciaux comme des femmes enceintes où est-ce que là, on n'a pas tellement le choix pour épargner la grossesse. Je vous suggère de noter vos questions par rapport au psoriasis aigu généralisé, pustuleux, et puis à la fin, il y aura une période de questions. Je veux juste vous dire qu'on change de sujet. Donc, pour le psoriasis pustuleux aigu généralisé, ça serait complété. Encore des pustules. Vous avez un deuxième patient qui atterrit dans votre urgence, vous n'êtes pas chanceux, c'est la pustulosite aiguë ce soir-là. Donc, vous vous dites, qu'est-ce que je fais avec ça? Vous regardez ici, le patient plein de pustules. Il y a même des petites zones où est-ce qu'on desquame. Donc là, je vais vous parler de pustulose exanthémateuse généralisée aiguë. En fait, c'est une éruption aiguë fébrile. Le patient va faire de la fièvre. C'est pustuleux et c'est provoqué par des médicaments dans plus de 90% des cas. Autrement, il y a des cas rapportés d'hypersensibilité au mercure. Si vous mangez beaucoup de poissons dans le Saint-Laurent, peut-être que ça peut arriver, mais je pense pas que c'est un cas que vous allez rencontrer souvent, ou des infections antivirales aussi qui ont été rapportées en lien avec l'agette. Il faut savoir qu'il y a un très bref intervalle entre la prise du médicament et l'apparition des pustules. Moins de 48 heures. Donc, c'est pas un médicament qu'ils ont pris il y a 4 semaines ou 3 semaines. C'est un médicament qu'ils ont commencé à prendre là. Moins de 48 heures et paf, ça apparaît. Ça peut durer de 4 à... Ça peut aller jusqu'à 4 à 7 jours, mais c'est pas 3 semaines. Pensée aiguë. C'est la réaction médicamenteuse la plus rapide, sauf évidemment l'urticaire et tout ce qui est anaphylaxie, mais après ça, c'est l'agette qui est le plus rapide. Les médicaments qui vont causer l'agette, il y a un autre petit truc mnémonique, bad face. Alors, Bactrim, antibiotiques, pénicilline et antifongiques, terbinafine, itraconazole, le diltiazème, furosémide, allopurinol et aussi les antipaludéens, la cimétidine et les antiépileptiques. La plupart du temps, rappelez-vous, pénicilline, macrolide, c'est prescrit plus souvent. Je pense qu'en fait, c'est bien de connaître un peu les causes. Quand vous demandez au patient, avez-vous pris un nouveau médicament? Puis vous allez voir, les médicaments se répètent souvent dans ma présentation. C'est souvent le même. Donc ça, c'est intéressant. Des indices cliniques d'agette. Des pustules de petite taille. Et pas des grosses pustules. Elles ne sont pas folliculaires. Donc pas des pustules où il y a des sorties de poils. C'est tout petit et ça débute au visage et ça va se dire, et dans les plis de flexion. Donc les plis des coudes, sous les bras et visage. Vous avez un bas d'indice et aux aines. Vous avez c'est peut-être un agette. Des caractéristiques cliniques, je le dis et je le redis, fièvre élevée apparaît le même jour que l'éruption, en fait, les pustules et la fièvre et tout ça, tout apparaît d'un coup. Nombreuses pustules stériles, vous faites la culture, ça revient, il n'y a pas de bactéries dedans. Donc, un truc pour faire une culture rapide, c'est que vous pouvez demander un gramme sur votre culture. Si le gramme revient négatif, il n'y a pas de bactéries, ben, vous avez votre réponse plus vite. C'est non folliculaire, je répète, c'est un endroit où il n'y a pas de poils, ça apparaît sur un fond érythémateux puis édémateux diffus. La peau brûle, elle pique, donc le patient n'est pas bien, et on se rappelle, ça débute au visage et au pli.
Dissémination en quelques heures. Donc, évidemment, quand vous allez le voir, probablement que ça va déjà être disséminé, à moins qu'il soit venu à l'urgence très, très, très vite. Ça dure de 1 à 2 semaines et ça rentre dans l'ordre avec desquamation superficielle. Donc, la peau, vraiment la couche cornée qui va décoller doucement. Traitement. Comme dans toutes les réactions médicamenteuses, on arrête le médicament en cause. Et vous allez voir, si vous n'êtes pas sûr que votre cas, c'est une éruption médicamenteuse, arrêtez tous les médicaments jusqu'à temps qu'on soit venu vous dire qu'est-ce que c'est. Mesures de soutien, repos, compresse humide, émollient doux, dermocorticoïdes, topiques et occasionnellement de la prednisone, évidemment quand le diagnostic est fait, si le patient n'est pas bien. Donc, ça peut être donné, mais il faut avoir une confirmation du diagnostic. Donc, encore une fois, pour la GEP, je vous propose de noter vos questions et à la fin, je ne suis pas pressé de partir, je vais répondre à toutes vos questions, si je suis capable. Et maintenant, les éruptions morbilliformes. Et là, vous allez voir que ça revient à la mode tranquillement à cause de la rougeole. Donc, morbilliforme, ce que ça veut dire, c'est une éruption cutanée maculo-papuleuse, donc des éléments qui sont maculeux, qu'on ne peut pas toucher, et papuleux, c'est-à-dire des éléments qui peuvent être touchés, faits d'éléments érythémateux arrondis, donc rouges, plus ou moins nombreux, et confluents en plaques séparées par des intervalles de peau saine. Donc, il peut y avoir des éléments isolés à la périphérie des plaques. Les causes d'exanthème morbilliforme sont très nombreuses. Donc, évidemment, rougeole, morbilliforme, il faut y penser, la rubéole, la roséole infantile, le Coxsackie, l'adénovirus, la mononucléose infectieuse et évidemment les exanthèmes médicamenteux. Donc, je pense que comme urgentologue, une des choses qu'il va falloir que vous éliminiez, c'est la rougeole. Il y en a maintenant. Vous le savez même plus que nous. Nous, on ne les voit pas souvent en dermatologie. Mais c'est de plus en plus fréquent parce que la vaccination n'est pas faite. Vérifier est-ce que la vaccination est à jour. Quelqu'un qui s'est fait vacciner en 1940, c'est pas bon. Il faut que ça soit plus récent. Est-ce qu'il y a des atteintes de l'entourage? Est-ce que le patient a fait des voyages? Est-ce qu'il fait de la fièvre, toux, rhinorrhée et conjonctivite? Les symptômes vont apparaître une dizaine de jours jusqu'à 14 après l'exposition. Donc, ça incube pendant un bon bout de temps. Symptômes classiques, fièvre élevée pendant au moins 4 jours de 40 degrés, conjonctivite et les taches de Koplik à la muqueuse de la joue interne près de la molaire. En fait, on voit des petits points gris, en fait, comme des petits grains de riz ou de sel, vraiment là, sur la muqueuse. Ça, c'est un indice. C'est pas là longtemps, c'est difficile de les voir, mais si vous les avez, c'était vraiment un bon indice. Donc, à garder en tête. Mais là, on va revenir à notre cas, ce n'est pas une rougeole. Vous l'avez éliminé, mais ça reste que c'est quand même une urgence. Donc, fièvre, adénopathie, enzymite hépatique, éosinophilie. Quand vous voyez de l'éosinophilie, c'est un indice de réaction médicamenteuse. Ça peut être plein d'autres choses, comme en fait des parasites, mais gardez en tête que les médicaments font monter les éosinophiles, des lymphocytes atypiques aussi à la formule sanguine. Donc ça, ce sont les indices. Alors là, quand on a ça, il faut penser au DRESS, la Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Donc, triade, fièvre, éruption cutanée et une atteinte des organes internes. Donc ça, c'est une réaction médicamenteuse grave et dangereuse, avec hépatite, lymphadénopathie, néphrite, pneumonite, dyscrasie sanguine possible. Rappelez-vous les lymphocytes atypiques, mais il y a plusieurs autres cellules qui peuvent être augmentées, des myocardites et des thyroïdites. Ce n'est pas bon. Hein? Si on regarde tout de suite en bas à droite, mortalité jusqu'à 8%. Fait que ça, de la mortalité en dermatologie, on n'en a pas beaucoup, puis on n'en veut pas. Fait qu'il faut vraiment se dépêcher quand on voit ça. Ça va débuter plus tardivement que la GEP. Hein? On sait que la GEP, je vous l'ai dit, c'est celle qui se produit le plus rapidement. Le DRESS, lui, va débuter 1 à 8 semaines après l'introduction du médicament. Il faut reculer beaucoup plus dans l'histoire médicamenteuse. Prodrome, fièvre, malaise, pharyngite, avec l'éruption morbilliforme qui ressemble à la rougeole. Ça peut être exfoliatif, érythrodermique, pustuleux. Ça peut ressembler même à un Steven Johnson ou un terne avec les muqueuses plus hémorragiques. Ça débute généralement au visage et au tronc supérieur. Les indices qui vont renforcer votre hypothèse diagnostique. De l'édème du visage. Quelqu'un qui a le visage enflé, ce n'est pas bon. C'est un indice de sévérité de réaction médicamenteuse. L'éosinophilie, c'est pas bon non plus. Plus c'est élevé, plus ça nous inquiète. Les lymphocytes atypiques, l'enzymite hépatique et des adénopathies. Donc, on garde ça en tête. Je vous le rappelle, mortalité 8%. Bon, c'est peut-être moins que d'autres sortes d'urgences que vous voyez, mais pour nous, quand même, 8%, c'est élevé. Les causes de médicamenteuses, il y a un mnémonique, c'est échec et MAT. Si vous voulez vous en rappeler, MAT, en anglais, c'est MATE. Minocycline, qui est quand même prescrit souvent pour l'acné, donc à vérifier. Des fois, on se dit, minocycline, c'est pas ça, mais pour les DRESS, c'est une cause. L'allopurinol et les antirétroviraux, donc les médicaments pour le VIH.
la terbinafine prescrite pour les onychomycoses, les anti-épileptiques pour le E et les sulfats. Et sachez que la dapsone est un sulfat, donc le dapsone qui est un médicament qu'on utilise passablement beaucoup en dermatologie pour les maladies neutrophiliques. Son diagnostic différentiel. Évidemment, vous voyez quelqu'un avec une éruption morbilliforme, mais d'autres réactions médicamenteuses. 90%, même 95% des réactions médicamenteuses sont morbilliformes. Par exemple, quand on dit qu'on fait un rash à la pénicilline, en guillemets, mais sauf qu'ils n'auront pas les eosinophilie élevées, pas de fièvre, pas d'enzymite hépatique, pas d'édème du visage, pas les lymphocytes atypiques. Donc ça, c'est moins grave. Des infections virales peuvent faire ça aussi, mais encore une fois, vous n'aurez pas les autres critères de sévérité. Le syndrome hyperéosinophilique, c'est rare, mais ça se peut. Des lymphomes, sachez que les lymphomes font monter les éosinophiles et particulièrement les lymphomes cutanés. Un syndrome de Césarée peut faire ça, et des pseudo-lymphomes aussi. Donc là, quand on est rendu là, on est un peu plus loin. Le bilan initial d'urgence, ça prend une biopsie cutanée, en fait, pour le confirmer. Donc, on va voir, en fait, des lymphocytes dans le derme superficiel et des éosinophiles et de l'édème, donc une enflure de la peau. Ça prend une formule sanguine pour voir est-ce qu'il y a une éosinophilie puis nos lymphocytes atypiques. C'est là qu'on va les trouver. On vérifie les ions, l'urée, la créate, les enzymes hépatiques et on fait un rayon X du poumon, on sait qu'il y a des pneumonites. Donc ça, c'est ce que vous allez probablement faire ça d'emblée pour beaucoup de vos cas d'urgence, donc c'est pas rien de spécial, sauf qu'il faut penser nous appeler pour faire la biopsie. Traitement, encore une fois, puis vous allez voir, on arrête tous les médicaments. Parce que là, j'écris arrêter le médicament, évidemment, mais il faut savoir lequel. Puis tant qu'on n'a pas analysé, puis fait le tableau, ça prend 3/4 d'heure, 1 heure faire ça. Arrêtez tout ce qui est non vital. Tu sais, si c'est pas urgent, pas important que le patient ait tel médicament, on l'arrête. Demandez le dermatologue en consultation, demandez les consultations par organes cibles qui sont atteints. Les corticostéroïdes systémiques peuvent être utiles dans ce cas-là. Donc, c'est utile pour la peau, le cœur et les poumons, inutile pour le foie et les reins. Souvent, ce sont les deux organes que vous allez avoir en atteinte dans votre bilan initial, mais sachez que la cortisone par la bouche ne changera rien. Donc, attendez qu'on arrive. On va arriver vite. Si vous nous appelez, ça ne sera pas long. Ils peuvent être sevrés sur des mois. Donc, quand on donne la cortisone à quelqu'un qui a un DRESS, on n'arrête pas 2 semaines après. C'est très, très, très long. Donc, ça prend quelqu'un pour le suivre. Des compresses humides encore, je vous l'ai dit, vous ne ferez presque jamais d'erreur en faisant ça. Des émollients, des crèmes, des antihistaminiques si ça pique. On va voir si ça fonctionne ou pas, mais c'est pas ça qui va sauver le patient. C'est vraiment d'arrêter le médicament et les dermocorticoïdes topiques. Donc, pour le DRESS, ça serait le traitement. Avez-vous des questions par rapport au DRESS? Vous les notez et je réponds à la fin. Parce que moi, j'ai un objectif, il faut que je rentre dans le temps. Érythrodermie maintenant, donc être rouge de la tête aux pieds. Il y a plusieurs variantes. On voit, il y en a qui desquament, il y en a qui desquament pas, il y en a qui sont plutôt secs, donc d'autres qui ont l'air un peu plus humides ou plus suintants. L'érythrodermie, qu'est-ce que c'est? Il faut avoir plus de 90% de la surface cutanée rouge, donc atteinte. Le plus souvent, c'est une exacerbation d'une condition préexistante. Donc, vous allez demander au patient, faites-vous des maladies de peau? Faites-vous de l'eczéma, du psoriasis? Avez-vous déjà eu des rougeurs sur la peau? Vous allez avoir un mot à bon indice pour la cause de l'érythrodermie. C'est souvent secondaire. Psoriasis, eczéma, lichen plan, pityriasis, rubra pilaire. Je vais vous montrer des photos pour avoir des indices. Mais c'est parfois de novo. Le patient, non, j'ai jamais rien eu à la peau puis il arrive rouge. Ça se peut. Donc, primaire. On parle de syndrome de Césarée, qui est un lymphome de cutané, des réactions médicamenteuses, évidemment, qui peuvent être érythrodermiques, et ça peut être aigu ou chronique. Évidemment, vous allez voir plutôt les cas aigus. Et top 5 des causes d'érythrodermie, un petit mnémonique encore, PEDLI, psoriasis, eczéma, drug, lymphome, idiopathique. Ça, idiopathique, on n'aime pas ça en médecine, dire on est trop idiot pour savoir c'est quoi. Puis même nous, en dermatologie, ça nous choque de dire on ne sait pas pourquoi le patient est rouge de la tête aux pieds, mais on va chercher en tabarnouche. Les causes médicamenteuses, puis là, je vais vous demander de les regarder un petit peu, mais surtout, rappelez-vous, allopurinol, nous, on n'aime pas ça en dermatologie, ça cause plein de réactions médicamenteuses, on va voir plus tard, les anticonvulsivants aussi, les antibiotiques, évidemment, les AINS, diurétiques, isoniazides, là, il y en a plein d'autres, les inhibiteurs de conversion de l'angiotensine, le lithium, les antipsychotiques, c'est vraiment large. Donc, évidemment, tous les médicaments vont nous intéresser, même ceux qui ont pris en vente libre. D'autres causes d'érythrodermie, des lymphomes cutanés, des collagénoses comme le lupus, la dermatomyosite, la gale, le VIH, les staphylococcal scalded skin syndrome, les syndromes de choc toxique, des pemphigus, donc des maladies qui font des bulles, peuvent faire ça avant de faire des bulles, ils peuvent être rouges de la tête aux pieds,
la sarcoïdose, des maladies du greffon contre l'autre, des maladies génétiques comme les ichtyoses, en fait d'avoir une peau comme des écailles de poisson, c'est génétique, et des immunodéficiences aussi. Donc, beaucoup de causes. On va avoir besoin l'un de l'autre. Vous, pour gérer tout ce qui est complications systémiques, puis nous, pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il y en a, puis vous aider là, dans l'admission. Donc, des caractéristiques cliniques de l'érythrodermie. Ça progresse rapidement. Ça peut généraliser en 12 heures. Donc, ça fait peur. Les patients, ils vont arriver à l'urgence. On peut avoir des peaux mortes qui décollent, en fait, du prurite. Donc, ça pique. Puis de la lichenification. C'est quoi la lichenification? C'est un épaississement de la peau parce que ça a été gratté. Si nous, on vous dit que la peau est lichenifiée, ça ne veut pas dire que ça fait juste une journée, parce que ça prend du temps à s'épaissir la peau. C'est un indice que ça fait longtemps que ça lui pique. Fièvre, frisson, malaise, hypo ou hyperthermie, adénopathie encore possible, alopécie après quelques semaines, note télogène effluvium, l'édème, et il faut évidemment, mon conseil pour tous les patients rouges, et je vous dirais, gardez ça en tête, recherchez une maladie préexistante, sous-jacente. Ça va nous donner un gros indice, puis peut-être que même vous, ça va vous rassurer en disant, bon, ben, probablement que c'est ça, vous allez parler au dermatologue et vous allez avoir l'air intelligent. Ça, tout le monde aime ça. L'érythrodermie, des exemples. Quelqu'un qui a un eczéma atopique, donc un patient avec une longue histoire d'atopie. Ça, par exemple, ça pourrait être quelqu'un à qui on a donné de la cortisone par la bouche pour contrôler. Puis après ça, on arrête la cortisone d'un coup sec au bout de 10 jours, puis le patient, il flambe. On haït ça quand les patients ont eu de la cortisone par la bouche, les eczémateux, les psoriasis, parce qu'en fait, ils flambent après, puis on est pris avec. Puis vous allez être pris avec un deuxième coup. Fait que c'est pas bon. Fait qu'on essaye d'éviter ça. Le pityriasis rubra pilaris, je voulais vous le montrer parce que lui il est spécial, il y a des îlots d'épargnement cutané. Si on regarde sur son abdomen, en fait, on voit des zones, des clairs, où est-ce qu'il n'y a pas du tout de maladie. Puis l'autre indice, si on regarde la photo du bas, en fait, à droite, c'est une éruption qui est folliculaire. Donc, on voit vraiment des papules rougeâtres où les poils sortent. C'est pour ça qu'il s'appelle le pityriasis rubra pilaris, pilaris pour poils. Donc, des rappels pour les complications de l'érythrodermie. La mnémonique elle-même, toujours problème. Thermorégulation hémodynamique, ectropion, infection, nutrition, entéropathie, perte de cheveux et des complications métaboliques. Donc, une partie que nous on gère, une partie que vous gérez en collaboration. Le bilan à faire en cas d'érythrodermie, ça prend une biopsie cutanée. Souvent, c'est difficile de savoir c'est quoi. Ils sont presque tous pareils. Ça prend une culture de pus, évidemment, s'il y en a. Et s'ils sont fébriles, et vous allez le faire, des hémocultures pour s'assurer qu'il n'y a pas rien, parce qu'ils font souvent fièvre. Formule sanguine, ion urique réacte, calcium, magnésium, phosphate, enzyme hépatique, les protéines albumines, une analyse d'urine, fer B12 folate, on se rappelle de notre mnémonique, en fait, donc on voit un peu qu'est-ce qui peut manquer. Un rayon expulmonaire pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'infection et un ECG si c'est un patient à risque. Sachez que si toute sa circulation est redirigée vers la peau, ils peuvent tomber en insuffisance, ça peut causer d'autres problèmes. Donc, la conduite à tenir. Évidemment, un patient érythrodermique, on ne le renvoie pas chez lui. Il faut qu'il soit admis. Il faut gérer sa volémie puis la thermorégulation. Encore une fois, tant qu'on ne sait pas c'est quoi, et vous, c'est votre cas, quand il arrive devant vous, là, il n'arrive pas avec une étiquette « j'ai telle maladie ». Donc, on arrête tous les médicaments parce qu'érythrodermie égale réaction médicamenteuse possible. Donc, on arrête tout ça, on prend un d'émollient plus ou moins dermocorticoïde. Si vous ne le savez pas, mettre du bétaderme en crème là, ou du bétaméthasone valérable sur un patient, c'est rarement dangereux. Donc, en attendant appelez-nous, là, puis habituellement, si vous nous dites que vous avez un patient érythrodermique, on ne vous dira pas qu'on va le voir dans 3 jours. On va être là bientôt. Traitement. Donc, on traite les infections antihistaminiques si ça pique, pour la valeur que ça peut avoir. Thromboprophylaxie, risque de thrombophlébite, ça, vous allez beaucoup l'aider. Nutrition clinique. Évidemment, traiter la condition sous-jacente. Il faut trouver qu'est-ce qui fait que le patient est rouge la tête aux pieds. En traitant ça, ben, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, très important. Si vous voulez noter vos questions pour l'érythrodermie, les noter, puis on répond à la fin. Et maintenant, ça c'est intéressant. Des plaques en cible plus ou moins atteintes des muqueuses. En plus, ça peut être épeurant si on se dit ça c'est une urgence. Hein? Puis on est content. En bas, la photo, on pourrait dire que ça ressemble à même de l'urticaire. Je ne sais pas si vous en voyez sûrement souvent de l'urticaire, mais les plaques ne changent pas de place à toutes les 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, ils ne bougent pas. Donc ça, c'est un indice. Et les plaques en cible en haut, on va regarder, on a vraiment un centre qui est plus pourpre, un anneau plus clair et un autre anneau plus rouge à l'extérieur. Donc, ce sont des cibles typiques. Alors ici, on aurait un érythème polymorphe, ou en anglais, si vous lisez, c'est erythema multiforme ou érythème multiforme, mais en français, c'est polymorphe. Ce n'est pas toujours une urgence dermatologique, mais on comprend que vous allez nous appeler et on ne vous enverra pas péter, là, parce que... OK.
Donc, comment faire la distinction avec d'autres entités plus graves? On va voir les tableaux plus loin. En général, c'est autorésolutif. Oups. Vous voyez encore ma présentation? Non. OK. En fait, bon, ça a un début abrupt, des papules érythémateuses symétriques. Certaines vont devenir en cible, surtout au niveau du visage, des paumes et des mains. Et puis, les cibles typiques à 3 ongles. Rappelez-vous qu'il y a des cibles atypiques aussi à 2 ongles qui peuvent être possibles, mais des fois, c'est un signe de Steven Johnson et de Ten. Donc, les lésions à cible typiques, triphasiques. Donc, vraiment les 3 anneaux. La différence avec l'urticaire, dans l'urticaire, évidemment, la zone centrale va être de peau normale, elle ne sera pas pourprée. Les lésions sont transitoires dans l'urticaire, alors qu'elles durent au moins 7 jours dans l'érythème polymorphe. Les nouvelles lésions apparaissent quotidiennement, en fait, dans l'urticaire, alors qu'elles sont toutes apparues en 72 heures dans l'érythème polymorphe et elles ne changent pas de place. Et évidemment, il n'y a pas d'érosion des muqueuses dans l'érythème polymorphe, alors que le tableau va être dans la présentation et il peut y en avoir, en fait, dans l'érythème polymorphe. Donc, des diagnostics de 2 formes, une forme majeure et une forme mineure. Dans la forme mineure, il y a peu d'atteinte des muqueuses et dans la forme majeure, il y en a. Si on veut faire la différence maintenant avec le Steven Johnson et le TEN avec l'érythème polymorphe, en fait, ce sont les lésions à cible typiques qui vont faire la différence. Donc, une atteinte des muqueuses qui peut être plus ou moins importante et les causes sont très différentes, soit infectieuses la plupart du temps dans l'érythème polymorphe, soit l'herpès ou le mycoplasme pneumoniae, et puis dans le cas de Steven Johnson. Donc, les éruptions cutanées mortelles maintenant, ce qui est encore pire que le DRESS, le Steven Johnson et le TEN. Heureusement rares, mais qui sont des éruptions mucocutanées aiguës. Elles menacent la vie, elles peuvent engendrer la mort par la mort des cellules, en fait, ce qui fait qu'elles vont décoller, puis ça va en fait favoriser les infections et c'est comme ça que le patient peut mourir. Ça peut causer une séparation de la peau, donc vraiment ça décolle et c'est presque toujours causé par des médicaments, donc non pas par des infections. On voit une atteinte des muqueuses ici assez importante, on le voit pas, hein, avec en tout cas des lésions hémorragiques au niveau des lèvres, puis un décollement de la peau. Un peu de théorie, en fait, on va passer rapidement. Les facteurs de risque, en fait, c'est d'être un acétyleur lent, donc quelqu'un qui ne métabolise pas les médicaments rapidement. Le fait d'avoir un VIH augmente les chances de 1000 fois de faire un Steven Johnson ou un TEN, donc c'est un antécédent important, des lymphomes et des lupus. Les médicaments qui causent les Steven Johnson et les TEN, en fait, encore une fois, allopurinol, anticonvulsivants, antibiotiques, tous ces médicaments-là, puis les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il y en a une grosse liste. Eux autres aussi, il faut reculer. Donc, c'est 1 à 3 semaines après l'introduction du médicament. Et puis, les patients, leur peau va faire très, très mal. Elle décolle. Ils peuvent même avoir une atteinte digestive. Et finalement, les complications, mortalité de 5 à 35% selon, en fait, l'atteinte cutanée. Plus l'atteinte cutanée diffuse le décollement, pire est la mortalité. Donc, on va passer rapidement. La gradation du risque avec le score 10, je pense que c'est important que vous l'appreniez pour votre post-test, je vous le dis. Donc, dans le score 10, on vérifie l'âge du patient, est-ce qu'il y a une néoplasie associée, la fréquence cardiaque à plus de 120, l'urée à plus de 10, le glucose à plus de 14 et les bicarbonates en bas de 20. Donc, on a une mortalité de 3,2% quand on a 0 à 1 point, donc un point par élément, et quand on est à 5 points et plus, on a 90% de mortalité. Donc, les diagnostics importants, plein de choses qui font des décollements de peau, dont les bulloses, des lupus, des syndromes comme la GEP ou des syndromes staphylococciques. Et le bilan à faire, bien évidemment, ça prend une biopsie cutanée puis un bilan assez extensif, incluant tous les éléments du score 10. La gestion, bien évidemment, on arrête encore une fois tous les médicaments. On admet au grand brûlé, très, très, très important, consultation en dermatologie d'urgence et traitement du support. Attention, pas d'antibiotiques en prophylaxie, parce que vous allez peut-être aggraver le Steven Johnson ou le TEN. Alors, avez-vous des questions par rapport à cette partie-là? Là, je pense que ça va être le temps des questions bientôt. Donc, les messages clés, les urgences dermatologiques existent et mettent en péril la survie d'un patient. En cas de doute de réaction médicamenteuse ou d'érythrodermie, on arrête tous les médicaments, on recherche les maladies cutanées sous-jacentes, on questionne le patient par rapport aux médicaments qu'ils ont pris dans les 3 derniers mois, comme ça vous allez être certain de tout avoir. Vous recherchez les signaux d'alerte, super important, fièvre, malaise, adénopathie, décollement cutané, édème du visage, anomalie au prélèvement, puis je ne l'ai pas écrit, mais atteinte des muqueuses, là, c'est vraiment important. Fiez-vous à votre expertise, vous êtes des experts de l'urgence. Un patient qui va pas bien, vous le voyez, vous avez un feeling, il n'est pas bien ce patient-là, il est toxique, et pensez à consulter rapidement le dermatologue. Mot de la fin. Excellent. Merci beaucoup.
Est-ce que Docteur je l'ai fait Mathieu, dans les temps? très bien, ça a très bien été. S'il y en a qui ont des questions, justement, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer par courriel à études de cas au pluriel, tout collé à commercial.amuc.qc.ca ou via les micros. Docteur Mathieu va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Les micros sont coupés. Donc, par courriel et la façon à privilégier, soyez assurés que chacune de vos questions va être répondue par Dr Mathieu. Si c'est pas possible de le faire là, on va le faire de façon ultérieure par la suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, là, ça fait un grand plaisir là, de pouvoir répondre à ces questions-là ou des interrogations. S'il y en a dans la salle aussi. Oui. Chez un patient présentant un vrai syndrome, puis qu'il y a des antécédents psychiatriques de psychose, par exemple, est-ce que la prise de cortisone, est-ce que le bénéfice de la cortisone vaut toujours plus que le risque, par exemple, de remettre notre patient en psychose avec la cortisone? Faut vraiment balancer. Je vais poser la question. OK. En fait, on me demande, chez un patient qui a un DRESS avec des antécédents psychiatriques importants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne la prednisone ou pas? Je pense qu'il faut vraiment y aller cas par cas parce que si vous dites, ben, ça a été très difficile de stabiliser au plan psychiatrique ce patient-là, le fait d'arrêter le médicament va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il faut voir, est-ce qu'il y a une atteinte cardiaque? Est-ce qu'il y a une atteinte cutanée? Est-ce qu'il y a une atteinte, en fait, qui peut être aidée? On sait que le foie et le rein, ça changera rien. Donc, je vous dirais que c'est vraiment cas par cas. Et ça ne sera pas d'emblée go la prednisone. D'autres questions en salle? Des questions à distance? N'hésitez pas à les envoyer par courriel, c'est une bonne modalité, on y a accès rapidement. N'hésitez pas à envoyer des questions. On va vous laisser quelques minutes supplémentaires pour les questions. Comme je vous disais, il y a eu certaines problématiques techniques, mais il va nous faire plaisir de répondre à l'ensemble des questions adressées. On ne vous entend pas à distance présentement, donc la meilleure modalité, c'est vraiment l'envoi par courriel pour que Dr Mathieu puisse bien répondre à vos questions. Donc, on vous laisse quelques minutes supplémentaires pour pouvoir nous envoyer le courriel. S'il y a d'autres questions en salle, en attendant, ça va nous faire plaisir de répondre. L'humour de la fin. Restez calme et appelez-nous. Désolé pour les problèmes techniques, là, c'est hors de mon contrôle. Écoutez, on vous remercie beaucoup. On vous demande de procéder à l'évaluation de la conférence, de même que signifier votre présence de façon directe ou à distance via le site de l'AMUC ou en répondant au courriel qui vous a été acheminé ce matin. Donc, ça va nous faire bien plaisir, comme je vous disais, de répondre à l'ensemble des questions par la suite et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Dr Mathieu. C'est fort intéressant comme conférence.